Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir Emmanuel Kant et comment cet auteur va nous permettre de trouver facilement des citations à placer dans sa dissertation au bac philo. Liberté, histoire, autrui, religion, conscience, politique, art, bonheur, enfin rien que ça. Kant va nous permettre d'avoir quelques références facilement et surtout de gagner quelques points assez simplement. Alors avoir des références dans sa dissertation au bac philo, c'est bien sûr un plus, mais ce n'est pas du tout indispensable ni pour réussir ni pour avoir de beaux points. Cependant, c'est quand même quelque chose qui plaît souvent au correcteur et qui montre une certaine maîtrise de la matière vue pendant l'année. Attention, l'objectif de cette vidéo est de donner quelques clés, de faire quelques rappels sur les concepts vis-à-vis de l'auteur. Ce n'est ni un cours sur les concepts à proprement parler, ni un approfondissement sur tel ou tel concept chez Kant. Ici, on va vraiment survoler plusieurs concepts, voir les grandes lignes de ces notions et voir quelques citations assez courtes, assez faciles à retenir pour avoir une plus-value dans sa dissertation. Donc, ces citations peuvent très bien enrichir votre argumentation dans le corps même du texte, mais une citation peut également servir d'accroche dans l'introduction. Donc dès les premières lignes de l'introduction, la citation va attirer l'œil du lecteur et va nous permettre de faire une première entrée en matière sur le sujet. Ok, donc on peut commencer par le premier concept et non pas des moindres, qui est celui de la liberté. Pour Kant, la liberté est une chose qu'il faut espérer. Donc si l'homme est libre, il est la cause libre de ses actions, et donc il est responsable de ses actes, il agit par volonté. Pour Kant, croire en la liberté, c'est croire en la moralité de l'homme. C'est ce qui va permettre sa responsabilité. L'homme est libre, il faut du moins espérer qu'il est libre, car on ne peut pas l'affirmer. Car si l'homme est libre, l'homme est aussi responsable de ses actes. Ce qui va nous permettre par la suite de faire un glissement sur l'impératif catégorique de Kant quand nous allons aborder la morale, qui sera notre prochain concept. D'abord, on va voir notre petite citation. Donc celle-ci est assez courte. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont par conséquent une seule et même chose. Donc ici, ce qui peut être intéressant dans notre dissertation et par cette citation, c'est vraiment d'aborder cette double notion de la liberté chez Kant, car pour Kant, c'est parce qu'on est libre que l'on peut choisir, et nous devons choisir de se soumettre à des lois morales, donc aux lois de la société par exemple, pour faire le bien, pour bien agir, et donc ce n'est pas une liberté totale, c'est une liberté qui va nous permettre une certaine soumission. On arrive donc à notre impératif catégorique, qui va aller de pair avec le concept de la morale. Donc je l'ai dit précédemment, si l'homme est libre, il peut choisir. S'il peut choisir, alors il va pouvoir s'imposer un impératif catégorique. Pour Kant, toutes nos actions doivent répondre à l'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'avant d'agir, nous devons nous demander si tout le monde agit de la même façon que nous, est-ce que le monde se porterait bien? Est-ce que le monde serait moral? Donc on va prendre un exemple assez simple avec le mensonge. Nous pouvons nous dire que mentir une fois ce n'est pas si grave, mais pour Kant il faut prendre toujours un point de vue plus universaliste en se demandant, eh bien si tout le monde se met à mentir, est-ce qu'on va être dans un monde qui est bon? Est-ce qu'on va être dans un monde qui est juste? Est-ce que la société va être viable et tenable? Donc comme la réponse est non, je ne peux pas vouloir que tout le monde agisse comme moi. Donc je ne suis pas censé commettre cet acte puisqu'il ne peut pas valoir universellement. Pour Kant, ce serait cet impératif catégorique qui nous permettrait d'espérer une moralité. Cependant, Kant ne peut pas garantir que l'homme est moral parce que peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, une loi plus forte que nous, qui nous dicte ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. C'est la raison pour laquelle Kant dit que l'on doit espérer la liberté, car c'est seulement si on espère que la liberté existe qu'on peut vraiment être moral. Sinon, sans cette liberté, nous ne sommes pas responsables quand nous nous comportons moralement, mais de la même façon, nous ne sommes pas responsables si on manque de morale. Alors que lorsqu'on est libre et que l'on applique librement cet impératif catégorique, on est responsable de ses actes et on est responsable de son manquement moral s'il y en a un. Donc la petite citation à retenir qui résume ce que nous venons de voir est la suivante. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Penser la moralité, c'est quand même penser un rapport à autrui, ce qui nous mène vers autrui et la politique, et le concept d'insociable sociabilité de l'homme,
qui rejoint tant le premier que le deuxième concept. L'insociable sociabilité de l'homme, c'est une théorie selon laquelle, pour Kant, l'homme est insociable, il n'aime pas s'associer, il n'aime pas être en contact avec autrui, il veut agir égoïstement, il veut agir comme bon lui semble, ce qui n'est pas possible en société. Cependant, il a besoin des autres. De cette sociabilité, l'homme a besoin d'être en contact avec les autres, l'homme a besoin de vivre en société. Si l'homme est sociable, s'il cherche à s'associer, c'est parce que c'est avec autrui qu'il va se sentir vraiment homme. Donc l'homme a tendance à s'associer parce que c'est là qu'il va se sentir homme, c'est là qu'il va se sentir humain. C'est en comparaison avec autrui, c'est en vivant avec autrui que cela va être permis. Pour la citation, celle-ci est un petit peu plus longue. L'homme a une inclination à s'associer, mais il a aussi un grand penchant à se séparer, à s'isoler. Cette première partie de citation pourrait être suffisante à elle-même pour une citation dans une dissertation, mais pour ceux qui le souhaitent, j'ai pris le parti de mettre la deuxième partie de cette citation qui est: en effet, il trouve en même temps en lui l'insociabilité qui fait qu'il ne veut tout régler qu'à sa guise. Ok, jusqu'à présent, on a parlé de liberté, on a parlé de politique, on a envisagé le rapport à autrui, mais qu'en est-il du bonheur chez Kant? Pour Kant, rechercher le bonheur, c'est quelque chose d'égoïste, dans un premier temps. Ça relève d'une conduite qui ne peut pas être garante de la moralité. Oui, rechercher le bonheur, ça consisterait peut-être dans le fait d'agir de façon immorale. Si le bonheur pour moi, c'est d'accumuler les richesses et que mon objectif premier est de répondre à ce bonheur qui est égoïste, dans ce cas, pour accumuler ces richesses, je pourrais être capable de tout, ce qui ne serait pas garant de moralité. Je pourrais agir de façon immorale pour atteindre ce bonheur. C'est pour ça que pour Kant, il faut plutôt faire ce qui nous déplaît plutôt que ce qui nous plaît, afin d'éviter d'agir par intérêt. Par contre, pour Kant, le bonheur peut être une quête pour l'au-delà. Donc attention, je ne dois pas agir de façon morale en espérant aller. Cependant, je peux croire, il m'est permis d'espérer que le bonheur existe et qu'il me sera permis dans l'au-delà en croyant en Dieu. Donc Kant ne se positionne pas, il ne parle pas d'un Dieu en particulier, d'une religion en particulière, il parle de croyance, donc il est théiste, parce que croire en Dieu, c'est pouvoir se dire que le bonheur est après et qu'il m'est permis d'espérer. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Donc le bonheur, vouloir le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui relève de la raison, c'est d'ailleurs pour ça que ça peut être immoral. C'est un idéal, un imaginaire, quelque chose que l'on va projeter sur le monde en espérant pouvoir y avoir droit un jour. Si je peux espérer le bonheur dans l'au-delà, ça implique quand même une certaine croyance, un certain rapport à la religion. Donc pour Kant, il va y avoir la croyance en Dieu, car en croyant en Dieu, je peux croire au bonheur, je peux croire au bonheur après en croyant en l'au-delà. Donc il faut espérer l'existence de Dieu, il faut également espérer la liberté, comme nous l'avons vu précédemment, mais il faut aussi avoir foi en la raison. Donc ce terme est important pour Kant, il faut avoir foi en la raison, il faut croire en la raison. Nous ne pouvons pas être certains que cette raison est libre, peut-être qu'il y a quelque chose de supérieur à nous qui dirige cette raison. Donc il faut croire qu'il y a cette raison pour Kant. Il faut croire en Dieu, il faut espérer l'existence de Dieu pour espérer au bonheur. Il faut espérer que la liberté existe, car si la liberté existe, nous pouvons également croire en la moralité. Et il faut aussi croire en la raison, car c'est la raison qui va nous permettre d'agir librement et moralement. Pour Kant, on ne peut pas avoir de connaissance objective des choses, car on ne peut pas connaître leur essence. Donc on peut croire, mais je ne peux pas avoir une preuve objective, car je ne peux pas connaître l'essence des choses, cela m'est impossible en tant qu'homme, en tant qu'être humain. La citation est certes la plus longue de la vidéo, mais elle est assez simple à retenir, et même si vous ne la retenez pas, elle permet surtout de retenir cette idée de croyance pour Kant. Donc Kant va distinguer 3 types de croyances. Il y a l'opinion. Mon opinion, elle est insuffisante subjectivement et elle est insuffisante objectivement. Je sais que ça ne concerne que moi. Donc l'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante subjectivement aussi bien qu'objectivement. J'ai conscience que mon opinion repose sur quelque chose de subjectif et que ce n'est pas quelque chose de suffisant. Je sais très bien que quand j'ai une opinion, je peux me tromper. Quand la croyance n'est suffisante que subjectivement et qu'en même temps elle est tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Donc avoir la foi, c'est être convaincu, subjectivement c'est suffisant pour moi.
Quand j'ai une opinion, je sais que je peux me tromper, je sais que mon opinion peut changer. Dans la foi, je crois sincèrement, je suis subjectivement convaincu, mais par contre, objectivement, ça reste quelque chose d'insuffisant. Enfin, celle qui est suffisante objectivement s'appelle savoir. Donc ici, on va avoir tout ce qui relève plutôt des sciences. C'est le seul concept pour lequel il y aura une deuxième citation, une citation qui cible davantage Dieu. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. Donc Kant ne voit pas Dieu comme quelque chose d'extérieur, mais quelque chose qui est en nous et qui permet la moralité. Nous passons désormais à raison et conscience. Donc pour Kant, la raison c'est tout ce qui est théorique, tout ce qui ne relève pas de l'expérience, tout ce qui se passe en pensée, tout ce qui relève des idées. La raison va permettre d'avoir une certaine conscience, une conscience de soi, et donc un retour à soi. Nous sommes conscients d'avoir conscience. C'est aussi ce qui va nous différencier des animaux. Nous avons conscience de nous-mêmes. Donc c'est grâce au jeu, au pronom-jeu, que l'homme peut se présenter à lui-même et devenir conscient de son intériorité. Et c'est en devenant conscient de cette intériorité, c'est grâce à cette raison, grâce à cette conscience, que l'homme va pouvoir espérer une certaine immortalité, dans le sens où la conscience va lui permettre de perdurer à travers le temps. Ce qui réunit tous les hommes, il s'agit de la raison, et donc cette raison concerne les hommes avant nous, les hommes après nous, ce qui permet cette immortalité, et c'est surtout ce qui va permettre un certain progrès. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Donc c'est la conscience, c'est la raison qui va permettre à l'homme la moralité, c'est la conscience et la raison qui va permettre à l'homme de réfléchir à ses actes, de réfléchir à la façon de se comporter. Dans raison et conscience, j'ai employé le terme progrès afin de nous permettre un glissement sur le concept d'histoire, car pour Kant, il y a un progrès dans l'histoire. La raison permet un progrès dans l'histoire car la raison permet d'avoir conscience des erreurs qui ont été commises et de ne plus les commettre. Donc il y a un avancement. Et surtout pour Kant, le progrès dans l'histoire va permettre une histoire universelle cosmopolitique. L'idée d'une histoire universelle cosmopolitique, ça va être la vision de Kant et de citoyen du monde. Pour Kant, il y a un progrès dans l'histoire, il y a un avancement vers la moralité. Cet avancement vers la moralité va nous conduire vers une histoire universelle cosmopolitique, un état cosmopolitique de paix et de droit. Actuellement, nous ne sommes pas dans une histoire universelle, il y a l'histoire de chaque peuple, mais Kant aspirait à une société cosmopolitique. Avoir une histoire universelle cosmopolitique, c'est le but final de l'homme, c'est vraiment le développement de la raison à son paroxysme. Cette raison va s'accomplir collectivement, c'est pour ça que c'est une histoire. Ça ne nous concerne pas que nous, c'est une histoire qui concerne tous les hommes. Cette idée d'une histoire universelle cosmopolitique, ça va être un idéal de vie en société. Mais cette idée d'une histoire universelle cosmopolitique revêt vraiment beaucoup de pans que l'on pourra aborder dans une vidéo à part entière. Le plus grand problème pour l'espèce humaine est l'établissement d'une société civile administrant le droit universellement. Donc c'est ce que nous venons de voir. Pour Kant, le problème de l'homme, le problème de l'espèce humaine, ça va être d'établir cette société civile administrant le droit universellement, cette société universelle et cosmopolitique. Nous partons désormais dans un tout autre concept avec l'art. Kant s'est quand même beaucoup intéressé à l'art, au beau, et pour Kant, le beau est à la fois dans la nature et dans les œuvres d'art. Le beau, c'est quelque chose d'universel, le beau est absolu, et le beau, c'est surtout lié à la raison. Le jugement de goût est universel, ça doit plaire universellement. Ce qui est beau plaît universellement. Donc ici, on peut vraiment questionner cette université de l'art, le fait de tous tomber d'accord pour trouver quelque chose de beau. Et c'est d'ailleurs ce que Kant va distinguer du jugement d'agrément. Nous pouvons personnellement trouver une chose belle sans que ce soit universel, mais c'est un jugement d'agrément. Le jugement de goût doit être universel car le beau c'est le bien et le beau ça relève de la raison. Et beau, ce qui plaît universellement et sans compte. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère surtout que cette petite vidéo va vous servir à avoir quelques clés pour la dissertation du bac philo et je vous souhaite surtout beaucoup de courage si vous êtes actuellement en période de révision. Belle journée et à bientôt sur Roussia.